Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire cet épisode annuel, cet épisode qu'on ne rate jamais depuis quelques années maintenant, les UFC Awards 2024 de Tatami Connexion. Donc voilà, c'est comme chaque année, on essaye de vous dire un peu quels sont nos élus dans plusieurs catégories. Donc on a le combattant de l'année, on a la combattante de l'année, on a le KO de l'année, on a la soumission de l'année, on a le combat de l'année, on a l'upset de l'année, le comeback de l'année, le prospect de l'année. Et cette année, on a rajouté une catégorie puisqu'il y a beaucoup plus de Français maintenant à l'UFC. Donc, on a rajouté le Frenchie de l'année. Donc voilà, on va parler de tout ça. On a fait chacun de notre côté notre petite investigation pour savoir qui on allait choisir. Et puis, on est là pour en parler avec vous. Et puis, vous nous direz aussi, vous, quels sont, si vous êtes d'accord avec nous aussi, ou quels sont vos élus à vous en commentaire. Ça sera avec plaisir de débattre là-dessus. Parce que forcément, dans ces moments-là, on n'est pas toujours d'accord et c'est normal de toute façon parce qu'on a chacun notre vision des choses, nos attentes, voilà, nos sentiments vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça peut influer sur les choix. Et ben on va vous dire les nôtres à partir de maintenant. Ça te va ? C'est parti. On est bon, c'est parti et on va commencer avec le combattant de l'année. Et bah tiens, je vais te laisser la primeur de ce premier nom. Eh ben écoute, j'ai hésité et puis finalement c'était assez clair. Pour moi, c'est Alex Pereira. Alex Pereira, 3 combats, 3 finishes. En plus, il sauve, je crois, 2 fois, 2 events. Il sauve 2 cartes. Il sauve 2 cartes en short notice. Un champion aussi actif, on peut le notifier quand même parce que c'est très rare. Hein. 3 combats dans l'année pour la ceinture, c'est quelque chose d'énorme. 3 finishes en plus. Enfin, il finit les mecs et souvent sur des finishes impressionnants. Donc voilà. Et puis il a explosé encore plus, tu vois. C'est vraiment devenu une big star à l'UFC, Alex Pereira. Ouais, je suis d'accord. T'as hésité avec qui? Avec Topuria? Avec Topuria, ouais. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Je pensais que t'allais dire Topuria, justement, moi. Pour le coup, pour celui-là. Parce que moi aussi, hein, c'est Alex Pereira de mon côté, mais parce que Topuria, il y a beaucoup de gens qui mettent dans la balance le fait que l'adversité était peut-être plus grande pour lui avec Volkanovski et avec Holloway, là où pour Alex Pereira, on est sur Jamal Hill, on est sur Jiri Prochazka et on est sur Khalil Rountree. Maintenant, on fait avec ce qu'on peut dans la catégorie qu'on a, et puis c'est pas parce qu'il les a nullifiés que c'est des combattants qui sont pas bons, parce que Jiri Prochazka, par exemple, c'est quelqu'un de bon. Khalil Rountree, il a montré qu'il était bon, alors peut-être qu'il n'est pas encore assez haut dans les classements pour attirer l'attention, mais bon, il a montré quand même de bonnes choses dans le combat contre Pereira. C'est un peu peut-être même le seul qui l'a mis aussi mal que ça, peut-être avec Adesanya. Donc peut-être même plus qu'Adesanya dans le début du combat. Donc oui, je suis d'accord avec toi. 3 KO, des KO qui pourraient être des KO de l'année en plus, parce que quand tu prends le KO qu'il a fait ne serait-ce que contre Jiri ou contre Jamal Hill, il y a 2 faits marquants. Enfin, le premier c'est Jiri Prochazka, deuxième round, première frappe, boum, merci, bonsoir. Donc vraiment le high kick qui fait mouche. Ouais. Et contre Jamal Hill, il y a cette fameuse scène magnifique avec Herb Dean qui non, reste là. J'ai fini, dans 2 secondes, laisse-moi tranquille, tu vois. C'est vraiment ça. Effectivement, il sauve 2 cartes. Et en plus de ça, il sauve 2 cartes avec 2 mois d'écart entre les deux. Donc, quand tu parlais de champion actif, effectivement, il est très, très actif. Il a fait l'UFC 300, donc où on s'est posé la question pendant des mois et des mois, qui serait le main event. Bah, finalement, c'est lui qui avait été élu pour cet UFC anniversaire. Donc déjà, rien que pour ça, tu peux déjà le mettre en avant. Ensuite, il fait l'UFC 303, donc 2 mois après, où il sauve la carte. On en avait parlé la dernière fois du micmac avec Anthony Smith, avec Hulberg, avec ceci, avec cela, et vas-y, je change lui pour lui, puis en fait, finalement lui, et puis finalement, en fait, ça sera personne, et ça sera Jamal Hill contre Pereira. Et puis son dernier combat, c'est l'UFC 307 contre Khalil Rountree, où même s'il dominait, et on ne sait toujours pas si c'était un plan ou pas un plan, ou s'il était vraiment dominé, ou s'il a laissé Rountree se fatiguer, mais je ne pense pas, je pense quand même qu'il y a eu... il y avait peut-être un peu des deux, on va dire. Mais une domination après derrière avec un massacre, parce qu'on peut dire que c'était un massacre derrière sur Khalil Rountree où il l'a même rendu aveugle d'un œil et puis où il aura beaucoup de mal à s'en remettre.
En tout cas, c'était vraiment des dégâts, peut-être pas beaucoup de mal à s'en remettre, mais c'était des dégâts qui étaient énormes. On a rarement vu une telle boucherie. On se souvient que Marc Goddard avait dit qu'il avait jamais ressenti ça dans un combat, et pourtant Dieu sait qu'il a de l'expérience dans une cage en tant qu'arbitre. Donc ouais, moi aussi, pour moi, Alex Pereira, ça peut être que le combattant de l'année. Et c'est la deuxième année que je le mets en combattant de l'année. Je me Quand rappelle j'ai plus. repris mes notes, Je me rappelle eh plus. oui, l'année dernière, il était déjà combattant de l'année. C'est fou quand même. Ouais, écoute, je me rappelle plus. Mais oui, non, mais finalement, quand tu prends du recul, c'est assez clair. Pour moi, ce qui manquait à Topuria, et c'est pas de sa faute, hein, c'est que s'il aurait battu Volka Prime, alors peut-être qu'il est Prime, Volka, hein, peut-être qu'il va rebondir et on sait pas. Mais le fait qu'il ait perdu par KO par Islam juste avant, ça lui Ouais. retire un peu de sa superbe, tu vois. S'il l'avait battu vraiment quand il dominait sa KT, là, peut-être que les choses auraient été différentes. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, ouais, il faut lui laisser le temps encore aussi. Peut-être que l'année prochaine, s'il fait une merveilleuse année, tu vois, ça sera le combattant de l'année, mais il faut lui laisser le temps de prendre aussi de l'ampleur. Là, pour le coup, on a un Alex Pereira qui est très, tu le disais tout à l'heure, très implanté, de plus en plus implanté, un personnage qui se crée. C'est aussi ce qu'il apporte en fait dans la discipline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment, et tu le vois avec Nina, tu sais, donc de plus en plus présent dans les happenings, dans tous ces trucs-là. Enfin, tu vois, il y a un vrai personnage qui s'est créé, c'est-à-dire que même en termes de communication et de marketing de Ouais. l'UFC, enfin, et c'est un des mecs les plus visuels, visibles de l'organisation, et un des meilleurs vendeurs, enfin, ouais, des meilleurs vendeurs de l'UFC, tu vois, des meilleures images. Encore la dernière fois, je sais pas si tu as vu la vidéo là où il était au Power Slap, tu sais, où tu vois un KO phénoménal avec une grosse claque, et tu le vois, tu sais, il reste de marbre, tu vois, comme ça, et puis il y avait Nina à côté qui était toute choquée, et lui, il la regarde, il fait Holy shit! Mais tu sais, vraiment le truc, tu sais, vraiment, tu sais, où il force le truc, tu sais, pour lui qui parle pas un mot d'anglais, normalement, qui sort ça, tu vois, donc l'autre qui part dans un fou rire. Enfin, c'est con, mais c'est des trucs comme ça, des vidéos qui sont mises en avant derrière, et qui font qu'aujourd'hui, c'est un des visages, voire le visage de l'UFC pour cette année, en tout cas. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, on enchaîne avec la combattante de l'année. Et combattante de l'année, tu me l'as dit et je l'ai pensé quand on était en off. C'était compliqué cette année de faire ressortir une personnalité particulière parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui s'est détaché particulièrement. Il n'y a pas eu de combattante très active ou qui a fait des masterclass ou ce genre de choses. À l'exception peut-être d'une, et on est sur la même longueur d'onde là-dessus, Weili Zhang. Donc Weili Zhang qui est moi la combattante qui m'a le plus marqué cette année, effectivement, grâce au magnifique fight qu'elle a fait à l'UFC 300 contre Yang Xiaonan, qui a été une grosse guerre, et où elle a su s'imposer avec brio, avec technique, et où elle nous a montré encore de l'évolution dans son jeu. Donc pour le coup, et puis ouais, dans la stratégie, dans plein de choses. Enfin, tu vois, elle a montré que c'était aujourd'hui peut-être la combattante féminine peut-être la plus complète, et allez, une des plus fortes, tu vois, qu'on ait pu voir à l'UFC. Donc moi, ça m'a marqué. C'est aussi le choix de ma femme, parce qu'il fallait que j'en parle au moins une fois. Ce matin, quand j'ai dit, ouais, j'ai pas encore la combattante de l'année, elle m'a dit, bah oui, Li Zhang. Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Donc j'ai cherché encore un peu. J'aurais pu mettre aussi Kayla Harrison, C'est ce que j'allais parce que, dire. ouais, parce que fraîchement arrivée du PFL, alors elle soumet facilement Holm à l'UFC 300, et elle fait une masterclass, et là tu te dis, waouh, quelle entrée dans l'organisation. Mais Ce après, qui c'est pas. m'a. Ça, Ouais, c'est voilà. c'est Et le combat contre Vieira qui me fait. Et ouais, en général, tu sais, combattant de l'année, on a tendance à mettre les champions. Là, comme tu l'as dit, ils ont été très peu actifs, hein, parce que Shevchenko, c'est un seul combat. Et Zhang Mm. aussi, c'est un seul combat. Donc, ce qui va les départager, c'est la qualité de ce combat-là, tu vois, celui qu'on a préféré finalement. Mais Oui, comme et tu on sait dis, que ça aurait pu être Shevchenko, là. c'était pas fou. C'était pas fou, après, c'était stratégique. Stratégiquement, elle a fait ce qu'il fallait, en fait. Tu vois. Oui, mais dans les deux cas, stratégiquement, ils ont fait ce qu'il fallait, sauf qu'il y en a un qui nous marque plus, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, après, il y en a une qui aurait pu perdre. Enfin, c'était chaud le combat de Zhang, hein. Franchement, elle prend des dons et tout, hein. C'était un sacré combat. Ouais. Ah, mais justement, tu vois, Oui, non, mais c'est. quitte à choisir, je préfère la mettre en avant, ça c'est sûr. Donc, pour moi, c'est Zhang. Après, comme tu dis, Harrison, si elle brille, si elle aurait brillé, bon, elle gagne hein, contre Vieira, mais c'était laborieux.
si elle fait la même masterclass qu'elle fait que contre Holm à Vieira, pour moi, je la mets combattante de l'année. Pareil. Pour moi, c'est son point noir. C'est à l'UFC 307. Effectivement, et c'est son point noir, c'est ça qui m'a refroidi, en fait, tout simplement. Enfin, refroidi, entre guillemets, hein, parce que on sait, et on l'a dit, hein, Kathleen Vieira, c'est quand même un bourbier, c'est une énorme défense de takedown, et malgré ça, elle a quand même réussi, parce que, attention, c'est un point noir, mais elle avait réussi quand même à aller l'emmener quand il fallait, et à pouvoir modifier un peu sa stratégie, où elle shootait au début tout le temps et puis elle se faisait stopper. Elle a quand même réussi à changer aussi sa stratégie en cours de route pour aller chercher cette victoire. Donc c'était quand même quelque chose d'intéressant à voir, mais c'était pas la même masterclass. Mais effectivement, si dès l'entrée à l'UFC elle faisait 2 masterclass et qu'elle faisait 2 finishes, bon, il n'y avait pas de débat. Pour moi, il n'y avait pas de débat non plus. Ouais. Donc mais pour le coup là, on est d'accord. Weili. Ouais. Ouais, les angles. Bah, de toute façon, hein, c'est comme tu as dit, hein, il n'y a pas. Enfin, tu vois, même, tu vois, on pourrait faire le Chauvin et puis mettre Manon Fiorot. Manon Fiorot, elle a combattu qu'une fois contre Blanchfield. Donc là, il y a un combat pour le titre, c'est l'UFC 300. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut mettre aussi dans la difficulté et dans le stress de l'événement. Ça se met aussi dans la balance. Manon Fiorot, si elle avait eu réussi à obtenir son combat contre Shevchenko, tu vois, par exemple, pour le titre, ça aurait peut-être aussi changé la donne. Donc, tu vois, si l'année prochaine, elle devient championne de la catégorie en battant Shevchenko avec une masterclass, peut-être que l'année prochaine, on la mettra plus dans la discussion. Mais j'ai quand même été voir. J'ai été voir ce qu'elle avait fait. Et c'est vrai qu'il y a eu ce combat contre Blanchfield. C'était pas suffisant, en tout cas, pour moi, pour la mettre combattante de l'année. Non. Ouais, clairement. On enchaîne avec le KO de l'année. Et vas-y, je te laisse enchaîner. Je pense qu'on est d'accord. Je pense que quasiment tout le monde est d'accord sur le KO de l'année. Hein. Il n'y a pas plus marquant que celui-là. C'est Max Holloway contre Justin Gage à l'UFC 300. Eh oui, exactement. Parce qu'il y a tout. C'est En fait, il y a tout qui est réuni. Déjà, tu as un UFC historique, l'UFC 300. Tu as une ceinture en jeu, la BMF. Tu as une montée de KT de Max Holloway avec toutes les incertitudes qui vont avec. Et puis, tu as le KO sur le gong. Vraiment sur le gong, pour le coup. Après une masterclass en plus. KO sur le gong et KO sur le gong où il l'appelle en centre-cage en lui disant allez maintenant vas-y je te laisse ta chance on y va et on se rentre dedans tu vois. Mais surtout, Non il y a tout effectivement. Surtout qu'il l'appelle au milieu, tu sais, il l'appelle au milieu de la cage alors qu'il gagne le combat. C'est ça qui est encore plus fou. Non mais toutes les cases sont cochées pour mettre le KO de l'année. Alors pas le combat de l'année parce qu'on aurait pu se dire bon bah ça peut être le combat de l'année mais le truc c'est que c'est pas assez serré. C'est que bon ouais voilà c'est pas il y a pas ce truc en fait si ça avait été comme ça tout le long du combat tu sais avec du à toi à moi des knockdowns des trucs des machins avec plus d'incertitude dans le combat tu te dis ouais ça peut être le combat de l'année sauf qu'en fait Max Holloway il lui a roulé dessus tout le long du combat entre guillemets enfin parce que bon il y a eu une alerte où il prend un knockdown voilà mais quand même il a été au-dessus tout le long du combat il y avait aucun doute sur la victoire à la décision mais par contre voilà ce côté historique. Tu sais, ce chaos qui va rester dans l'histoire, qui sera dans tous les highlights. Quand tu verras un highlight de l'UFC, ce chaos fera partie de tous les highlights de l'UFC de tout temps parce qu'il est magnifique. Parce qu'il est magnifique, parce qu'il l'appelle au centre et parce qu'il y a aussi Gaethje, tu sais, face contre terre, tu sais, qui s'écroule, qui tombe pour la première fois. Je crois qu'il avait jamais été mis KO, si je me trompe pas. Donc, si je me trompe pas, je revérifie. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, pas comme ça. Quoi qu'il arrive, c'était pas comme ça. Non, alors ça, c'est sûr que c'était pas comme ça. Ah, mais non, mais si, non, mais je dis une connerie, puisqu'il avait été mis KO par. Oui, non, il en avait eu. Non, il en avait eu, puisqu'il avait pas par Poirier. Déjà, il avait pris le KO, il avait pris le high kick juste avant, sur le combat d'avant. Donc, non, je dis une connerie. C'est lui qui met le high kick à Poirier. Ah non, c'est lui qui met le high kick. Oui, non, c'est lui qui met le high kick. Putain, je sais plus lire un Sherdog. Mais il a été mis KO 3 fois. Donc, Fergus. Non, ça, c'est les victoires. Attends. Oui, non, il avait été mis KO par Poirier avant. Justement, sur le combat d'avant. Ouais, mais c'est pas des KO, c'est des TKO, tu vois. Ouais, ouais, TKO, exactement. Effectivement, c'est un TKO. En tout cas, éteint comme ça, c'était la première fois qu'il se faisait éteindre de cette manière-là. Oui, non, je dis une connerie. J'ai confondu avec le high kick, c'est lui qui le met. Donc oui. Ah, il est où l'autre TKO, en fait l'autre TKO, c'est Eddie Alvarez, genou. Mais j'arrive pas à le retrouver, il est pas sur le Sherdog. Si. Bah, juste avant sa défaite avec Dustin Poirier.
Juste avant sa défaite. Ah oui, bien sûr. Bah, il était trop proche pour que pour que je le voie. Effectivement, effectivement. Donc ouais. Mais non, bon, en tout cas, c'était un chaos historique. Donc il n'y avait pas d'autre manière de choisir un autre chaos que celui-là. Ouais. On enchaîne avec la soumission de l'année. Moi, j'ai mis Diego Lopez contre Gavin Tucker à l'UFC 300. Alors, ça aurait pu être Makhachev contre Dustin Poirier à l'UFC 302, où ils sont dans un combat super serré, ou C'est la enfin mienne. super serré. C'était à l'avantage quand même de Makhachev, mais les deux se rendent coup pour coup, et il arrive à descendre en lutte, lui prendre le bout de cheville pour C'est la attaquer mienne, sur le bras celle-là. tête. Voilà. Moi, j'ai mis Diego Lopez à l'UFC 300. Pourquoi? Parce que en fait, cette soumission, elle a tout ce que j'aime. C'est-à-dire il se fait saisir en single leg. Il saute sur un triangle à la volée. Du triangle à la volée, il arrive à attaquer le bras. Il met un juji du triangle en enroulant en plus son adversaire, en revenant en monte derrière. Enfin, franchement, c'est magnifique, c'est rare de voir des soumissions de cette qualité, tu sais, et puis aussi oser à l'UFC aujourd'hui parce qu'on sait que la plupart des étranglements, enfin, c'est des étranglements soit en bras-tête, soit en étranglement arrière, tu vois, ou en darse, ou ce genre de choses, mais t'as quand même du mal à voir des gens qui se jettent un peu, tu sais, sur leur soumission, enfin, en tout cas, qui prennent le risque. C'est pas se jeter, mais prendre un risque, comme ça a été le cas en plus à l'UFC 300 sur un Diego Lopez qui est un peu jeté dans le grand bain assez rapidement à l'UFC, qui malgré ça arrive à surmonter ce stress-là, tu vois, d'être propulsé comme ça, même s'il a de l'expérience, pour en plus nous claquer un KO sur un UFC historique, quoi. Un KO, une soumission de dingue sur un UFC historique. Ouais. Ouais, non, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé à celle-là. Mais c'est vrai que je suis resté sur Makhachev Poirier. Déjà parce que le combat, je le trouve fou. J'ai vraiment kiffé ce combat parce que quand on fait l'analyse de ce combat, on s'attend pas à grand-chose en vrai. On s'attend à une Mhm. domination de Makhachev et une soumission assez rapide. Et le combat, il prend cette direction très tôt. Et puis, petit à petit, ça commence à s'équilibrer, tu vois. Ça devient intéressant. Et puis, je le trouve vraiment, vraiment propre. Déjà, l'amener au sol, parce que ça part de Oui. là. Ça part de cette transition sur le single leg. Et après, il chope le bout de pied et la cheville. Il fait cette rotation. Je sais pas comment ça s'appelle en lutte. Mais c'est parfait. Tu vois, il le fait chuter. Et puis, à partir du moment où il prend le fronted lock, il le lâche plus. Il le lâche plus. Il transitionne sur le bravo. Il finit. Magnifique. Franchement, magnifique. Dans le round 5, avoir encore l'énergie de faire ça, c'est fort. Non, non, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Non, c'est vrai, hein. C'est pour ça que que je l'ai mis aussi entre guillemets juste après. Mais oui, en fait, mais finalement c'est limite ce qui donne du crédit plus qu'à la soumission, oui, effectivement comme tu dis, c'est tout ce qu'il y a avant, c'est le combat qui s'équilibre petit à petit et surtout cet amené au sol. Finalement, c'est l'amener au sol qui donne toute sa superbe à cette soumission parce que sinon ça reste un bras-tête. Mais faut le mettre à ce moment-là du combat, faut le mettre avec cette tension-là. Donc franchement, c'est top. C'est top. C'est parfait. C'est parfait. C'est une belle soumission. Ouais. Après, voilà, Diego Lopez, ouais. C'est un peu, tu vois, lui aussi, hein, ça aurait pu être un des combattants de l'année. Enfin, quand tu vois ce qu'il a fait cette année, tu vois, c'est quelqu'un qui a émergé, qui a grave émergé cette année, quoi. Donc, euh, C'est donc vrai. bon, fallait lui rendre un peu honneur et hommage aussi, tu vois. On enchaîne avec le combat de l'année. Vas-y, je te laisse enchaîner. Et ben, je suis sur le même combat. Je suis sur Makhachev Poirier. D'accord. Ouais, et pour toutes les raisons que je viens de dire, hein. Je te dis, en fait, quand je vois le premier round, parce que je viens de le revoir là, quand je vois le premier round, je me dis, il se passe exactement ce qu'on a prévu. Tu vois, il va lui prendre le dos, il va le soumettre, il attaque déjà une Kimura bien engagée, t'as une belle sortie de Poirier, après Makhachev se retrouve dans son dos, et là tu te dis, bon bah, même s'il survit au premier round, ça va être la même chose au deuxième round, et puis il va le finaliser comme d'hab. Et puis dès le deuxième round, t'as un Poirier qui commence à défendre toutes les amenées au sol, qui Mhm. commence à vraiment trouver son timing, et tu sens en plus, même psychologiquement, qu'il commence à y croire, et qui est poussé par le public, et qui commence à toucher, et puis ça devient intéressant. Ça devient intéressant. T'as un Makhachev qui finit en sang. Poirier aussi, il est bien gonflé. Enfin, ils sont vraiment une belle guerre. Et avec ce finish à la fin que je mets en soumission de l'année, pour moi c'est le combat de l'année. Ok. Moi, c'est pas celui-là. Moi, pour moi, c'est Ilia Topuria contre Max Holloway à l'UFC 308.
C'est le premier combat qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé combat de l'année, c'est celui-là, parce que tout simplement, c'est le combat qui m'a fait me lever de ma chaise. C'est le combat, tu sais, qu'on savait, hein, c'était le combat qu'on attendait le plus. Limite, si tu réfléchis au combat, tu sais, quand il y a eu des annonces de combat, le combat sur lequel on a eu ce frisson, tu sais, du début à la fin de l'annonce jusqu'au moment du fight, ça a été celui-là, pour voir si Max Holloway allait enfin récupérer sa ceinture dans la catégorie, ou si Ilia Topuria allait confirmer et mettre KO pour la première fois Max Holloway, ce qu'il avait prédit et ce qu'il a fait. Le renversement de situation sur le fait que tu es un Max Holloway qui prend ses marques, qui vient et qui au fur et à mesure du combat, enfin en tout cas des premiers rounds, commence à prendre l'ascendant, et là tu te dis bon ça y est, maintenant il va dérouler comme il déroule depuis toujours en fait quand il est dans ces phases-là. Et puis voilà, ce fameux chaos, le fait que Max Holloway s'écroule, la photo un peu même où tu le vois, tu sais, en train de regarder justement l'appareil photo, il y a tout dans ce combat-là, tu sais. Donc ouais, non, c'est vraiment ça. Bonheur, joie, déception, confirmation, tu sais, il y a trop d'émotions en fait avec ce combat-là. Ouais. Non, mais j'aurais pu le mettre Que parce que c'est vrai qu'en tout cas sur la partie debout, réadaptation technique pendant le combat et tout, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et même en voyant le combat, je me disais, j'ai rarement vu un combat un tel niveau technique debout. Franchement, ils ont des réponses à tout, c'est magnifique. Après, pour moi, personnellement, il faut qu'il y ait les trois phases de combat dans un combat de l'année. C'est moi, tu vois, il faut qu'il y ait plus de sol. Là, il y a eu une amenée, il n'y en a pas eu. Enfin, ça s'est relevé très vite, il n'y a pas eu de sol finalement. C'est un combat de striking. Et c'est un magnifique combat de striking, mais pour moi, mon ouais. ressenti à moi, il faut qu'il y ait plus les trois domaines pour faire un combat de l'année. Alors que moi, tu vois, ce qui prime le plus, c'est plutôt le côté émotionnel. Tu vois, le combat de l'année, c'est le combat qui t'a mis les poils, tu vois. C'est vraiment parce que des combats dans ce cas-là, tu sais, tu prends n'importe quel combat, tu sais, enfin je sais pas, de la KT de Pantoja et tout ça. Enfin, tu vois, tu sais, ça peut faire des combats de l'année parce que t'as J'ai tout, pensé à tu vois. Pantoja. Oh J'ai oui, non pensé à mais tu sais, Pantoja parce que le combat, c'est même mon numéro 2. Parce que le combat Pantoja contre Herseg, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer ouais. parce que Herseg, s'il fait pas son erreur dans le cinquième round, pour moi, il y a 2 rounds partout et potentiellement, il peut prendre la ceinture. Donc c'était un combat super intéressant, le combat Herseg-Pantoja. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que alors dans ce cas-là? Qu'est-ce qui fait que t'as choisi l'un par rapport à l'autre? Le finish. Ok. Le Oui, finish qui que je s'entend mets sous l'édition parfaitement. de l'année, donc automatiquement, c'est la suite Ouais, logique. non, mais ça s'entend. Ça s'entend. Mais voilà, pour moi, le combat de l'année, c'est au-delà de la technique. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est un combat de l'année, ça va au-delà de la technique. Tu vois, c'est-à-dire que là, déjà, tu avais la technique dans ce combat-là. Hein. Tu avais de la technique en striking, tu avais de la technique en lutte, tu avais de la technique aussi au sol, même si ça n'a pas duré, mais le fait qu'on ait eu la réponse d'un Max Holloway qui a su se relever très rapidement, où tout le monde disait, attends, quand il va l'amener au sol, ça sera fini. Non, il a su se relever, il a su montrer encore une fois que c'était plus compliqué que ça, d'une part de l'amener et en plus de ça, de le maintenir. Donc, tu avais l'aspect physique, mais tu avais, ouais, moi, pour le combat de l'année, il faut vraiment que ça soit le feu d'artifice, quoi. Tu vois, il faut vraiment que ça soit le truc où je suis là, où j'emmerde les voisins, en fait. Faut que ça soit ça. Faut que ça soit le truc où je réveille les enfants et j'emmerde les voisins. Tu vois, faut que je crie dans le combat, tu vois. Et pour moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. C'est, En tout cas, on enchaîne avec l'upset de l'année. Donc, l'upset de l'année, on le sait, nous, il y a deux manières. Non, l'upset, non, Non, c'est non, non, c'est c'est pour comeback. le comeback. Non, j'ai avancé un peu trop vite dans mon explication. L'upset de l'année, pour moi, c'est le combat de Belal Mohamed contre Leon Edwards, qui était un Belal qui était à plus 210 sur les cotes et un Leon Edwards qui était à moins 275 à l'UFC 304. Personne, en tout cas, nous, les premiers, on ne voyait pas Belal Mohamed rouler sur Leon Edwards. Au contraire, au vu du premier combat, on voyait un bis repetitat, sauf que sans le high poke, et puis un Leon Edwards conservé de sa ceinture. Et puis finalement, plus que de faire un combat stratégique, comme il a l'habitude de faire, où il va gagner à la décision, mais vraiment tu sens que ouais, c'était laborieux. Enfin, laborieux, non, parce c'est pas laborieux, mais je veux dire, laborieux pour nous, à voir, tu vois. Là, on est tombé. Alors, on prendra l'excuse de Leon Edwards c'était en Angleterre et puis on a fait ça sur les horaires américaines et ça m'a épuisé, j'ai pas su me mettre dedans. C'est possible.
Mais en attendant, on a un Belal Mohamed qui a su boxer différemment de d'habitude, qui a su rester en ligne, qui a su imposer une boxe beaucoup plus forte, qui a su lutter différemment aussi de d'habitude en venant d'abord arracher Edwards, puis ensuite aller chercher le dos. Il a montré des ajustements, il a montré des adaptations, et ça lui a donné cette victoire. Et franchement, ouais, pour moi, c'est l'upset de l'année. J'ai le même. Écoute, t'as tout dit. Hein. T'as tout dit. Personne, parce que c'est facile de le dire après, mais personne voyait Belal gagner. Et surtout pas de cette manière, en fait. Il pouvait prendre des rounds. C'était une possibilité, tu vois, qu'ils prennent des rounds, mais qu'ils prennent les 5 rounds en dominant autant, même sur la partie boxe, hein, où ils touchent bien. Non, c'est la grosse surprise de l'année. Grosse surprise. Et mention honorable à William Gomis contre Brito, qui était donné encore plus perdant, je crois. Par oui. Oh que oui. Non, c'est vrai. On va dire que ce qui joue, c'est l'enjeu de l'année en tant que Français, tu vois. Ouais, non, mais ce qui joue, c'est l'enjeu finalement. Mais finalement, si on retire l'enjeu, la performance de Gomis, la surprise qu'il réalise, elle est peut-être aussi grosse, voire même plus grosse que celle de Belal. Hein. Ouais, je suis d'accord. Non, parce que c'est vrai que là, sur cette UFC-là, tout le monde était unanime pour dire que voilà, il se ferait rouler dessus. Quoique, il y en a quand même qui ont dit Gomis, qui ont eu confiance en lui, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont eu raison et on aurait dû avoir plus confiance en lui. Mais c'est vrai qu'on était face à un adversaire qui était normalement sur le papier beaucoup trop fort et complet par rapport à Gomis. Et puis il a su tout démanteler, tout déjouer. Et effectivement, ouais. Si tu prends l'upset français, en tout cas pour moi, ça serait celui-là. Ouais. Je suis d'accord. Comeback de l'année. Comeback de l'année, c'est là où on a deux façons de voir. Oui. Donc soit c'est un comeback dans un combat où un combattant était dominé, il arrive à revenir, soit c'est un comeback plus global de carrière, tu vois, où un mec était sur une mauvaise pente et puis il arrive à se refaire, etc. Donc moi cette année, José Aldo à l'époque, quand on avait dit pour José Aldo, quand il était revenu et qu'il était remonté, qu'il avait changé de catégorie, quoi. Exactement. Bah moi pour le coup là, c'est un comeback dans un combat. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Et c'est Brian Ortega. Contre Yair Rodriguez. Exactement. Avec toi aussi? Ah oui, c'est le même, c'est exactement le même. Ouais, mais écoute, en fait, je cherchais parce que ça venait pas. Et puis finalement, je me suis dit, attends. Ça pouvait être que lui, parce que le mec se blesse en sautant dans la cage. Enfin, c'est ça qui est ouf. Il arrive dans la cage, il sautille, il se blesse, il se tord la cheville salement. Il se fait rouster pendant tout le premier round. Deuxième round, c'est chaud aussi, mais il commence à trouver un peu des clés. Et puis, troisième round, il impose sa lutte, alors qu'il n'a pas une lutte exceptionnelle. Brian Ortega, il n'est pas connu pour ça. Et puis, il y a cette soumission qui est magnifique en plus. Franchement, la façon dont il amène son bras-tête, c'est très, très propre. C'est le combat de l'année. C'était à l'UFC Fight Night 237. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'était le Fight Night au Mexique. Enfin, en tout cas, pour le Mexique. Donc oui, effectivement, ouais, moi, ça s'est imposé de lui-même. En fait, il y a trop de cases à cocher. C'est ça, c'est que le mec, comme tu as dit, il se blesse. En fait, rien que là, déjà, tu as compris. C'est le mec qui est déjà le poissard. Tu sais qu'il se blesse directement en sautant dans la cage. Non, c'est un truc de fou. Mais oui, effectivement, il est revenu petit à petit, il est revenu chercher sa victoire. Alors, on sait que Yair Rodriguez, que Brian Ortega, tu vois, il fait partie de ces combattants-là qui peuvent effectivement se faire booster et puis revenir. Tu sais, en vrai, ça colle aussi avec le comeback, entre guillemets, plus global, parce que sur son combat précédent, il se blesse à l'épaule dès le début du combat contre ce même Yair Rodriguez. Il sort de la cage pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans même. Ouais, 1 an et demi. Donc on ne sait pas ce que ça va donner son retour. Non, le mec a vraiment la poisse. Il se pète la cheville tout seul. Et puis après, il arrive quand même à gagner. Donc non, il y a personne d'autre pour le comeback de l'année. Ça pourrait être que ça. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas de. En tout cas, il n'y a pas de comeback de carrière particulier, quoi. Tu vois, on aurait pu. Franchement, José Aldo, qu'on a déjà mis, on aurait pu le remettre s'il perd pas son deuxième combat, parce qu'il avait pris sa retraite, il a fait de l'anglaise, il revient, il fait une victoire, puis après il enchaîne avec une défaite. Alors une défaite qui normalement n'en est pas une, parce qu'il aurait dû. Enfin, moi, à mon sens, il ne perd pas ce combat contre. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire. Mais si il gagne ce dernier combat, j'aurais pu
mettre José Aldo encore une fois sur un comeback de carrière, tu vois. Mais c'est vrai que si tu retires si tu décoches, tu vois ça avec la défaite après, ça ne pourrait être que ce combat-là. Ça peut être que ce combat-là. Il y a Rodriguez, il a passé une sale soirée. Tu sais jamais de la vie. Quand il a commencé ce combat-là, il a dû se dire, je vais perdre ce combat. Quand tu vois qu'il y a des gens qui parlaient de 18 sur le premier round. Ouais, Des mais gens parlaient de 18 sur le premier round. finir. Il n'est pas passé le moins de le finir. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'était notre Brian Ortega. Et même si là, c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas dans les bonnes grâces, enfin, tu sais, des gens parce que il y a eu effectivement des petites problématiques, on sait pas. Il a pas, enfin, tu sais, quand il avait raté contre Diego Lopez, tu sais, le point, enfin, qu'il était tombé malade. Donc ouais, sur le fait qu'il veuille peut-être monter de catégorie, mais en fait, il reste dans cette catégorie. Donc les gens, tu sais, ils savent plus trop comment situer et cibler Ortega. Écoute, Donc voilà, au moins une chose est sûre, Brian Ortega dans la cage, c'est toujours du spectacle. Oui. Victoire ou défaite. Ouais, je suis d'accord. Et c'est toujours un risque de la première à la dernière seconde. Ouais, parce que tu sais qu'il va se faire dominer dès le début, mais jusqu'à la fin, il va rester dangereux. Donc, moi, j'aime toujours voir Ortega dans la cage. Et puis le bras-tête, c'est vrai, quand tu dis le bras-tête qu'il a mis, il est magnifique, quoi. Parce que c'est pas le bras-tête classique. Tu sais, le bras-tête classique, en général, tu le prends, tu descends, tu te mets à plat ventre. Non. Là, il a fermé un triangle de bras, tu vois, avec ses longs bras, tu vois, sur le côté. Donc ouais, non, en plus, c'était un vrai beau bras-tête, quoi. On enchaîne avec le prospect de l'année. Et le prospect de l'année, pour moi, on en a discuté avant parce que tu me disais que tu avais un peu de mal à. Parce que c'est vrai que prospect, ça veut tout dire et rien dire. Tu sais, est-ce que c'est des mecs qui sont plus anciens, moins anciens? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'arriver dans l'organisation? Ou est-ce que c'est des jeunes seulement? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient un certain niveau d'adversité? Parce que c'était ça, toi, ta problématique, c'est est-ce qu'il faut qu'ils attendent d'être à un certain niveau d'adversité pour qu'on puisse le mettre dedans? Pour moi, le prospect, c'est quelqu'un sur lequel on parie. Tu vois, c'est pas, il est en début de carrière, mais je parie sur lui, entre guillemets, où je me dis, ah, de ce que je vois, il peut aller loin. Alors, je sais pas monter dans un train, hein, mais je crois qu'il y a 2 ans, on avait mis BSD, tu sais, qui était prometteur et qui est monté très vite, très tôt. L'année dernière, on avait mis Bonical, tu vois, qui pareil, on pariait beaucoup sur lui, l'UFC pariait beaucoup sur lui. Moi, cette année, c'est Peyton Talbot qui m'a convaincu. Parce que en plus j'ai un élève qui est ultra fan de lui et qui m'a dit moi je ne jure que par lui, j'ai hâte de le voir évoluer, j'ai hâte de le voir combattre et tout ça, donc je me dis que il attire les jeunes en tout cas, tu vois, qui s'identifient à lui parce il est aussi youtubeur, parce qu'il a un univers à lui, enfin tu sais, il y a plein de choses, en fait il y a plein de choses il y a plein de cases qui cochent. Et Peyton Talbot, c'est un mec qui est invaincu, il a 9 victoires, 7 KO, une soumission, une décision, il a 0 défaite donc, et il a 2 combats en 2024 par KO, les deux. Donc un contre Cameron Simon à l'UFC ESPN 53 et un contre Yanis Ghemmouri. Et ça, ce combat-là nous a tous marqué à l'UFC 303 parce qu'il a fini très rapidement Yanis Ghemmouri, mais qui n'était pas du tout au niveau pour lui. Donc là, pour le coup, c'était un Frenchie qu'on a voulu lui mettre en face pour le faire monter lui. Mais tu sais, quand on l'avait analysé, on disait c'est comme si c'était le troisième frère Yotolo, tu sais, du jiu-jitsu brésilien, mais dans le MMA. Donc, il a un côté impressionnant, il a un striking de malade, il a aussi une bonne lutte, un bon sol. En fait, il a tout ce qu'il faut pour aller loin. Maintenant, on verra à l'usage, tu vois, on verra avec le temps. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je le vois bien en prospect de l'année. Ouais, mais ça se tient, hein, ça se tient. Et écoute, moi, c'est un Français. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est Gomis. Pour moi, c'est Gomis parce que Gomis, à chaque fois, et moi le premier, on n'y croit pas. Et force est de constater que le mec trouve toujours la solution. Le mec, j'ai l'impression qu'en fait, il est là pour servir de marchepied justement aux autres prospects. Tu vois, je me rappelle un de ses premiers combats où on lui met Francis Marshall qui était vendu comme un prospect américain, tu vois, qui devait monter. Il le bat. Mais, alors, à chaque fois, c'est chaud, hein, mais il le bat. Là, sa dernière perf me confirme parce que Brito, c'est quand même. Il bat Brito. Brito, c'est très, très fort. Et il le bat, hein, il n'y a pas débat. Ok, c'est serré, mais il le bat. C'est pas un vol, il a clairement gagné. En tout cas, pour moi, hein, c'est une split, mais pour moi, il a clairement gagné sur mon scoring. Donc écoute, j'ai hâte de voir la suite. Franchement, je me dis que je commence vraiment de plus en plus à
à croire en ses capacités d'aller plus loin parce que visiblement, tu sais, il y a ce que tu vois dans la cage et ce que ses adversaires ressentent. Et apparemment, c'est un poison à combattre. Oui, Et puis même physiquement, il est là. Enfin, il nous a montré une bonne lutte. Il y a des progrès dans son jeu. Il y a des progrès dans son jeu. Il frappe fort. On le voit. Franchement, il a pas mal de choses pour briller. Et puis, il a cette foi en lui. Ça, on en a c'est souvent ça. parlé. On en a souvent parlé de cet aspect psychologique, de ne pas douter de soi. Et lui, pour le coup, ne doute vraiment pas de lui. Donc, ouais, de toute façon, il recombat bientôt. Je crois que c'est signé. Je sais plus contre qui. Mais j'ai hâte de voir ça. Oui, j'ai vu Le ça tout 1er à l'heure. mars, Enfin, on 1er en mars avait 2025, à l'UFC 1er 250. mars 2000. Ouais, contre Encore qui? contre un mec invaincu, 10-0, tu vois. Donc ça va être intéressant, encore une fois. Ouais. Et encore une fois, c'est pas un cadeau. Tu vois, en fait, lui, il va y Ah aller. non, S'il finit champion, en tout cas, il aura éprouvé, tu vois, enfin, il aura été éprouvé dans sa carrière. Il y aura été étape par étape. Il aura pris de l'expérience. Donc, effectivement, faut mettre du respect là-dessus. C'est vrai qu'il prend ah tout, non, il prend tout le clairement. monde. Alors, il y a eu ce petit problème de pesée, effectivement, mais est-ce que c'est de sa faute, pas de sa faute? Ça, on ne saura jamais. Maintenant, voilà, et c'est forcé de constater, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a eu quelques soucis qui ont aussi fait que l'UFC lui feront pas de cadeau, enfin, à cause de ces problématiques-là, tu vois. Mais bon, tant qu'il gagne, tant qu'il y va, tant qu'il passe les étapes, écoute, on peut que être derrière lui, hein, de toute façon. Ouais, non, mais autant il y a des combattants, tu sais très bien qu'on peut te faciliter une entrée dans le top 15 selon ton style. On va te Mhm. mettre certains profils qui seront mieux classés, mais moins difficiles que d'autres pas classés. Lui, pour le coup, il se tape tous les mecs non classés, mais vraiment bourbier, quoi. Mais finalement, c'est pas plus mal. Parce que s'il parvient à passer ces mecs-là, quand il arrive dans le top 15, il aura quasiment tout connu. Tu vois, vraiment Ouais. toutes les difficultés. Donc il prend une expérience de malade. Non, je suis d'accord. Mais c'est pas déconnant de le mettre dans les prospects de l'année, parce que effectivement, même il a plus de combats, par exemple, qu'un Talbot, hein, mais il reste encore. Tu vois, là, on est dans le côté frais dans l'organisation, quoi. Il n'y a Ouais, que quelques il combats a dans quatre combats. l'organisation, et puis on peut parier pour lui. Ouais, 4 combats et on peut parier sur lui. Donc ouais. Non, moi avec Talbot, ce qu'il y a, c'est qu'il a presque tous ses combats limite seront faits à l'UFC, quoi. Parce qu'il est passé par les Dana White Contender Series, donc il a eu quelques combats avant, mais en fait très rapidement il a été propulsé dans l'organisation aussi, tu vois. Donc dans Prospect aussi, il y a ce que j'aime, c'est dans les critères, dans mes critères, c'est aussi sur ce que l'organisation elle-même aussi qui parie Mise sur sur lui, toi. tu vois, sur la Ouais, ouais, personne, tu vois. c'est vrai. Écoute, et j'ai même pensé à Rosas, qui fait un beau retour et qu'on peut toujours Ouais. considérer comme un prospect, hein, qui a pris en maturité, je trouve, justement, qui est moins foufou. Et tu vois, pour moi, il reste dans les prospects à surveiller, Raoul Rosas Junior. Mais parce que le gamin, il a quoi? Il a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il a même pas. Il a quel âge? Il a 19 ans, je crois, quelque chose comme ça, 18, 19. Ouais, il doit avoir 19. Donc le mec, il peut être considéré comme un prospect encore pendant 5, 6 ans. Tranquille, tout va Non, bien. attends, non, il a 20 ans. Ah, le temps Il a passe vite. 20 ans. Le temps passe vite quand tu sais Son qu'il est premier rentré à combat, c'était 17, à je crois. 17 ans. Ouais. Donc, non, il a signé à 17 ans. Je crois que son Il a premier combat, il signé a à 17 ans, 18. mais je crois qu'il a combattu à 17 ans. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah ouais? Bon, c'est pas grave. On va pas jouer sur les mois, mais en tout cas, je crois ils l'ont signé, ouais, à 17 et il a combattu à 18. Ok. Parce qu'il n'a pas combattu tout de suite, je crois. Non, non, il n'a pas combattu tout de suite. Donc, bon, et je sais qu'il y a quelques personnes qui nous donneront cette précision dans les commentaires. Je n'en doute pas une seule seconde. Bah, tu as parlé d'un Français. Effectivement, on va finir avec notre dernière catégorie. Et putain, ça va être un podcast assez rapide, en fait, finalement. Mais ça nous changera d'habitude. Mais c'est en même temps, on va pas Alors, on va pas épiloguer faire sur des durer pour choses où. faire durer, hein. Bah, ouais, exactement. On va pas faire 2 heures sur un truc qui doit en durer moins d'une. Notre nouvelle catégorie, et justement, on en rajoute une pour durer plus longtemps, le Frenchie de l'année. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de Français à l'UFC
qui sont classés, qui commencent à monter dans l'organisation, avec lesquels on a des noms qui ressortent pour des titres. Avant, il n'y avait que Cyril Gane. Donc aujourd'hui, on a une Manon Fiorot, on a des Nassourdine Imavov, on a des BSD, on a pas mal de monde comme ça, tu sais, dans l'organisation Rennes qui est l'UFC. Donc on peut se permettre de rajouter cette catégorie-là. Et je vais te laisser donner le tien, mais je pense qu'on doit être à peu près d'accord. Hein. De toute façon, c'est sûr, il y en a qu'un. De toute façon, c'est assez clair. Hein. Il y en a un qui se démarque vraiment. Pour moi, c'est Nassourdine Imavov, qui est déjà le plus actif. Il fait 3 combats sur l'année 2024. Il prend 3 mecs, 3 bons adversaires en plus. Hein. Il prend Dolidze, Cannonier et Brendan Allen. Ouais. Son combat contre Dolidze, c'est une split, je crois. C'est une décision partagée. Mais je le vois au-dessus, mais ça reste un combat assez serré. Derrière, il monte son niveau contre Cannonier, où c'est le premier à finir Cannonier. Et Cannonier qui est bien classé, tu vois. Il finit l'année contre Brendan Allen à l'UFC Paris, où pareil, tu vois, il est dominé sur le premier round, mais dominé parce que je pense qu'il cherche pas forcément à sortir sur le premier round. Il veut s'économiser. Brendan Allen, il l'amène au sol et donc voilà, il se crame pas. Et tu sens qu'en plus, Brendan Allen, son objectif, c'est vraiment le contrôle parce qu'il met vraiment tout sur la position latérale. Donc intelligemment, il patiente et puis à partir de là, il se fait plus du tout amener au sol, il se fait plus surprendre. Et puis il gère très bien. Et puis il finit, en plus, on apprend qu'il finit avec un contrat pour combattre Adesanya, c'est un des plus grands combats qu'un Français aura en MMA. Hein. Tu vois, il y en a pas tant que ça là sur ces dernières années. Il y a que Gann en fait qui a réussi à avoir des combats aussi grands en fait avec un John Jones. Ah, t'as quand même BSD Poirier qui est énorme. Et BSD Poirier, ouais. Et je mets dans la même catégorie quand même Manon Rose. On a tendance à oublier, mais Rose, Big Star. Donc, tu vois, il y en a pas tant que ça, mais là, ouais. Donc, et puis, il a un combat. Pas tant que ça, mais ça commence quand même. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Quand tu regardes, il y en a pas tant que ça, mais il y a combien de Français à l'UFC? Même quand tu vas plus loin, t'as Cheikh Congo contre Cain Velasquez. Oui. Non, je parle de l'ère moderne, oui, effectivement. Mais de l'ère moderne, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est les plus gros combats qu'on a eu, les 4 qu'on a cités là. Parce que si tu remontes loin, t'en as plein, des combattants français qui ont fait des combats contre des noms, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, mais sur l'ère moderne, ouais. Ben, ça commence à faire, c'est vrai. Ça montre que le MMA français commence à monter vraiment dans les hautes sphères. Et puis voilà, et puis pour finir, il a un combat du titre. Tu vois, même potentiellement, il peut jouer le titre. T'avances pas trop. Il a un combat du titre, on sait pas dans cette caté-là. Tu sais, c'est assez compliqué de savoir. Je te parle de. Il est dans cette sphère-là où si demain Dana lui dit on te donne le titre, personne va dire c'est honteux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Là, voilà. Il est tout proche du titre. Il est aux portes du titre. Après, ça se joue sur la notoriété, etc. Mais en tout cas, il est dans cette sphère. Oh, je suis d'accord. Effectivement, Dolidze, UFC Fight Night 235, Cannonier, UFC ESPN 57 et le Fight Night 243 qui était l'UFC Paris avec Brendan Allen. Donc en plus, ce qu'on peut mettre à son crédit, c'est qu'il a vu derrière lui justement pour rester actif avec Brendan Allen qui était moins bien classé. Donc ça montre aussi le fait qu'il ait envie de prendre de l'expérience, qu'il ait eu envie de combattre. Il a fait des nouveaux choix, il a changé de team, il est avec Nicolas Haute aujourd'hui. On voit que ça porte ses fruits. D'ailleurs, je crois que le premier combat, c'est l'ère sur cette année, c'est l'ère Nicolas Haute, parce que ça a commencé avec Dolidze. Le premier combat, c'était avec Dolidze. Ouais, il n'y a pas eu avant. Donc les 3 combats de cette année, c'est sous l'ère nouveau coach Nicolas Haute. Donc ouais, non, c'est sûr que je vois personne d'autre parce que aucun autre Français n'a été aussi actif. Et puis à ce niveau d'adversité, effectivement, le combat contre Adesanya, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Donc oui. Alors Manon Fiorot, encore une fois, tu sais, Manon Fiorot, elle combat une fois contre Blanchfield et visiblement, de ce qu'on a dit la dernière fois, Dana White a confirmé que ça serait la prochaine au titre. Mais il y a effectivement les 3 combats, fait la régularité. Alors Fiorot, c'est pas de sa faute si elle n'a pas été aussi régulière, c'est parce que justement elle n'a pas envie elle a déjà affronté tout le monde, donc elle n'a pas le choix, c'est des KT qui sont moins fournis, elle a déjà fait tous les profils, aujourd'hui elle attend son combat pour le titre et elle a raison, donc c'est pour ça qu'elle pouvait pas combattre 3 fois. Est-ce qu'elle aurait combattu 3 fois? Peut-être pas, mais en tout cas voilà, c'est pas comparable, c'est une KT beaucoup plus
bourbier, bouché, avec plus de monde, plus de prospects du côté de Nassourdine. Donc forcément, ça incite aussi à faire plus de fights. Donc forcément, ça se rajoute en fait dans la balance, mais c'est encore une fois, c'est pas de la faute de Manon. C'est l'UFC qui veut ça entre guillemets, en tout cas entre ces deux combattants là. Maintenant, sur les autres combattants français, non, il n'y a pas de personne n'est à ce niveau-là parce que bon, BSD, Fagan, il a pas combattu pendant 15 mois là, il a fait un combat un peu laborieux contre Volkov, de par sa blessure. On a BSD qui a perdu contre Moïcano, donc Et contre Poirier, après c'est en 2024 aussi. et contre Poirier aussi, donc il est sur 2 défaites. Ouais, donc ouais non, ça s'imposait. Effectivement, Nassourdine s'imposait comme le seul et unique Frenchie de l'année quoi. Il n'y avait pas vraiment de doute. Ouais, non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non, Ouais. tu as aussi. Mais alors, c'est un niveau un peu moindre. Mais tu as Fares Ziam qui fait 2 victoires en 2024, dont un énorme Oui, KO. Tu vois. Mais voilà, ça reste à un niveau moindre. On n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Mais c'est à noter quand même. C'est à noter quand même. Surtout que il marque quand même un des KO de l'année, Fares Ziam. oui, oui, oui. Contre Frévola. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Ouais. Mais tu vois, tu t'en parles maintenant, mais tu vois, j'y avais même pas pensé avant. Tu vois, il y a ce truc aussi, encore une fois, tu sais, de personnes qui te marquent, entre guillemets, et c'est vrai que celui qui m'a marqué cette année, c'est Nassourdine. Oh non, mais moi aussi. De toute façon, Nassourdine, il reste quand même loin devant. Donc, ouais. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour de nos Awards Express de 2024. Ce petit sujet sur lequel on ne peut pas passer. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner les vôtres. Ah, c'est N'hésitez ça. pas C'est ça à l'intérêt. nous dire, ouais. C'est vraiment Ouais. ça l'intérêt des Awards, parce que nous, on vous l'a déjà dit, hein, on regarde pas vraiment tous les UFC. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont ultra passionnés et qui arrivent à regarder même ce qui se fait en prélim, etc. Et souvent, dans les Awards, dans les commentaires, on chope des pépites et on refait notre retard, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que nous, comme on l'a dit, hein, on a pensé à ce qui se fait en main card en général parce que voilà, plus l'adversité est grande et plus ça a de la valeur, tu vois. C'est comme C'est d'habitude. ça. Mais oui, n'hésitez pas à nous sortir vos pépites, effectivement. En attendant, eh bien, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!